Depuis une vingtaine d'années, on enseigne le créole à l'Université de La Réunion. Mais pourquoi faire? Quelle est la plus-value des études de créole pour l'insertion professionnelle? Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Causeries des sciences du langage consacré aux langues et aux cultures créoles. Dans les premiers épisodes, nous nous sommes demandé pourquoi les créoles intéressaient les chercheurs. Aujourd'hui, nous nous demandons ce qu'apportent les études créoles au monde professionnel. Pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Velayudom, qui est délégué à l'intelligence économique, à l'attractivité et à la coopération régionale à la ville de Saint-Denis. Donc bonjour Jérôme Velayudom. Bonjour Dr Noël. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Et donc on va parler avec vous de cette thématique passionnante de l'insertion professionnelle et du monde professionnel. Alors, on dit souvent que le créole n'est pas parlé, en fait, dans le milieu professionnel, que c'est finalement une langue qui est plutôt cantonnée à la famille, aux échanges, on va dire, informels, donc dans le contexte très sérieux du travail, on ne parle pas créole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce que j'observe pour ma part, et peut-être un préambule, vous avez cité mes fonctions et je voudrais indiquer au préalable que je m'exprime en mon nom personnel ou dans mon cadre de travaux de recherche, mais pas au nom de ma collectivité. Néanmoins, ce que j'observe en collectivité dans un cadre professionnel, c'est un usage de la langue dans la fonction publique qui est un usage quotidien. La langue créole est en permanence utilisée dans les relations entre collègues. Il arrive que parfois, dans une relation de hiérarchie avec un N+1, pour reprendre les thèmes managériaux, on peut avoir un frein sur l'usage de la langue dans la mesure où son supérieur hiérarchique peut ne pas être un créolophone ou un locuteur créolophone à l'aise. Mais de façon générale, ce que l'on peut observer, c'est que la langue transcende, la langue créole, dans la fonction publique territoriale, du moins, transcende les catégories de genre, les catégories de pouvoir, les catégories hiérarchiques et les catégories d'âge. Sur le plan managérial, on peut observer aussi qu'elle est de nature à favoriser une dynamique collaborative, parce qu'elle crée une communauté de compréhension et de connivence avec tout ce qui fait la langue, et en particulier ce que vous appelez le suprasegmental, mais son non-dit, son imaginaire. Et c'est quelque chose qui est aussi de nature à favoriser la résolution, sinon de conflits, en tout cas d'apaisement de tensions, parfois dans des moments d'échange qui sont un peu tendus, un peu difficiles. Ça, c'est ce que l'on peut observer dans la fonction publique territoriale. Cette fonction publique, elle n'est pas uniforme. Il y a des catégories A, B, C. Pour ce qui est des catégories B et C, la langue créole, dans les relations d'interconnaissance et des relations professionnelles, est majoritairement utilisée par les agents de la fonction publique territoriale. C'est toujours vrai dans les interactions avec les fonctionnaires de catégorie A. On pourrait se dire que dans les catégories A+, administrateurs, ingénieurs en chef, c'est quelque chose qui connaît une certaine érosion dans la pratique au quotidien, mais cette érosion est très relative et on peut considérer qu'elle est toujours un fait majoritaire dans les échanges. Avec un travail de switch, de langue, de passage d'une langue à l'autre, mais toujours une présence, il n'y a pas une journée où elle n'est pas présente. Il me semble qu'on peut établir une forme de similarité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière compte tenu de la nature territorialisée des recrutements de plus en plus et qui fait qu'ayant de plus en plus de natifs et donc de créolophones dans les effectifs, eh bien la langue prend toute sa place dans les couloirs des administrations territoriales et hospitalières. Pour ce qui est de la fonction publique d'État, je ne suis pas en mesure, moi, d'évoquer cela, mais ce que je peux observer des interactions que nous avons avec nos collègues de la fonction publique d'État en particulier, entre cadres, c'est que la langue de l'institution, de ce point de vue, reste le français. Et puis, ça c'est dans la communauté professionnelle. Et puis après, il y a la relation de cette communauté professionnelle, l'administration, avec le citoyen, l'administré. Là encore, il y a une posture qui est une posture d'adaptation au regard des attentes ou alors de la démarche qui est celle de l'administré qu'on peut avoir en face de nous. Alors, il y a des services qui sont évidemment particulièrement concernés, ce qu'on va appeler le frontline, c'est-à-dire les dispositifs d'accueil. Il y a les services du CCAS, donc les centres communaux d'action sociaux qui, par la nature des publics, imposent
le créole dans la relation, dans l'interaction, puisqu'il s'agit de traiter des situations d'exclusion et de précarité. Et on ne va pas, dans cette démarche-là, rajouter l'exclusion linguistique. C'est du bon sens. Il y a un service qui me paraît intéressant, c'est le service funéraire, parce qu'il vient questionner quelque chose qui est en relation avec la langue, mais qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder un peu plus. C'est, au-delà de la langue, c'est non pas le système de la langue, mais l'écosystème de la langue, le champ culturel au cœur duquel se trouve la langue. Et c'est vrai que le service funéraire est un service très particulier. D'abord, les circonstances, qui sont celles de la rencontre de l'administration avec l'administré, sont particulières et nécessitent toute l'attention et la délicatesse du moment, d'une part. D'autre part, il y a la prise en compte du champ culturel lié au rituel de la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'une parfaite connaissance de cet écosystème culturel fait qu'on apporte un service public de meilleure qualité qui est en rapport avec les attentes et besoins des administrés, de la société civile et du territoire. Oui. Et en l'occurrence, c'est la pratique des colis funéraires pour soutenir la veillée pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des bougies, du café, et on sait que c'est extrêmement important ce temps pour structurer la communauté autour du défunt, et ou la mise à disposition de bancs lorsque la veillée ne se fait pas dans un centre funéraire tel que Prima, mais se fait donc au domicile des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant au-delà de la langue. Après, si vous me permettez encore quelques éléments, peut-être, il y a aussi les nouvelles dynamiques sociétales avec les questions de transition inclusive. La transition inclusive, c'est une dynamique européenne, qui est une dynamique mondiale, qui est inscrite dans les cadres de l'ONU, mais aussi dans les cadres de l'Union européenne, et qui trouve sa traduction aujourd'hui donc au national et dans les territoires. Et dans ce cadre, la question de la langue est importante. Alors je pense par exemple à la question du handicap, je pense aussi à des questions qui ne viennent pas immédiatement à l'esprit. On a eu l'occasion, en préparation de cette émission, de parler de l'orthophonie, par exemple, avec parfois l'usage du créole, avec un praticien dont la langue n'est pas le créole, ou en tout cas avec laquelle il n'est pas familier, et qui va donner une interprétation qui va induire un diagnostic. Or, ce diagnostic est erroné, puisqu'il y a un usage du créole, et l'interprétation qui est faite est un défaut de pratique langagière qui peut être considéré comme quelque chose à être traité. Donc ça, ce sont des choses qui me paraissent tout à fait intéressantes. Puis, tout à l'heure, je parlais de la fonction publique d'État, et je voudrais juste revenir sur quelque chose que je trouve assez drôle. Je disais que je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je voudrais parler de l'actuel préfet de La Réunion, qui me paraît être un cas, en quelque sorte, linguistique, en tout cas dans une démarche culturelle qui est intéressante. Le 14 février 2023, c'est le cyclone Freddy. Et à cette occasion, il tient un point presse. Et dans le cadre de ce point presse, à la conclusion de ce point presse, sur Antenne Réunion, je crois, pour ne pas la citer, afin de rassurer la population, il indique, après un exposé pédagogique du cadre réglementaire de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, cet exposé conclut « Nous les parer ». Alors évidemment, il y a une dimension de slogan. Bon, c'est un peu court, mais en même temps, l'idée pour un non-créolophone de se lancer dans une explication en créole aurait pu être un exercice extrêmement périlleux et surtout très contre-productif. Oui. Mais ce nous les parer, pas nous sommes prêts, pas nous les prêts, comme on a pu l'entendre souvent dans une espèce de mix, qui là, pour le coup, est très cosmétique. Mais ce nous les parer vient inscrire dans la profondeur une granularité fine de l'usage de la langue, ce terme très précis qui, dans ce contexte inquiétant, est de nature à rassurer. Et j'observe d'ailleurs que ce préfet, sur ses réseaux sociaux, va indiquer qu'en dehors du contexte d'événements institutionnels, il va aller pique-niquer avec des gens qu'il rencontre sur le bord de mer à Saint-Philippe et va se poser avec eux. Alors j'imagine la tête des gens, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis le préfet, monsieur. Et s'installe avec eux, échange, le temps d'un pique-nique dominical. Un pêcheur va prendre son canot pour aller à la pêche et lui propose de l'emmener. Il demande à ce pêcheur de l'emmener. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c'est intéressant que ce haut fonctionnaire, et c'est ce que ça peut être la tête de diamant d'une dynamique, mais sorte des fiches de synthèse que peut lui produire son administration et toute la société civile organisée sur un certain nombre de réalités, donc sorte d'une traduction de quelque chose pour aller s'ancrer dans le territoire. Et il me semble que ça, au-delà de la langue, et avec la langue, parce que je ne sais pas quelle a été la langue d'échange, ça peut être intéressant, on a un préfet dans un processus sinon de créolisation, en tout cas de territorialisation, et ça, ce ne peut être qu'au profit d'une granularité fine des politiques publiques.
Oui. Bon, merci, c'est absolument passionnant ces premiers éléments que vous apportez. Et oui, je suis d'accord, je pense qu'on va en reparler, hein. On a la question de la langue, mais aussi la question de la culture. Et là, on le voit effectivement dans cet exemple. Alors, j'avais une autre question, parce qu'on en avait aussi un peu discuté en amont. Alors, il y a des milieux où, effectivement, le créole est bien présent. Il y a des milieux où on peut dire, enfin des milieux professionnels, où on peut dire qu'il prend de plus en plus de place. Est-ce que vous en avez quelques exemples ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'exerce dans la fonction publique. J'ai eu 2 périodes professionnelles qui m'ont permis d'avoir une observation in vivo. D'abord une dizaine d'années en tant que journaliste, d'une part, dans le public et dans le privé, et d'autre part une dizaine d'années aussi à diriger la communication du conseil régional, sous 2 mandatures. Sur le champ du journalisme et des médias, ce que j'observe, c'est qu'on a une augmentation du nombre de programmes qui utilisent la langue créole comme langue véhicule, hein, comme langue d'organisation de l'émission, ou alors qui laissent la place donc, au créole dans son expression au gré des interlocuteurs. Néanmoins, ce que je observe, c'est qu'il y a une certaine forme de diglossie, c'est-à-dire au sens en tant que hiérarchie de langue et de leur distribution au regard de fonctions, d'utilité. Et la langue créole dans les médias reste encore aujourd'hui, et c'est quelque chose qui doit être questionné de mon point de vue, dans les programmes, en dehors des micro-trottoirs, mais dans les programmes, dans le périmètre de reportages qui sont consacrés soit à la culture, soit au temps longtemps, soit à la tradition. Et elle est sinon enfermée, en tout cas elle est singulièrement restreinte à ça. Il n'y a pas l'expression de la modernité dans les reportages que l'on peut voir et qui font usage ou qui placent la langue créole à un moment donné. A-t-on jamais vu, par exemple, un reportage sur la tech où le locuteur dont on sait qu'il est créolophone va s'exprimer en créole? Non. Parce qu'il y a une distribution précisément de la fonction au regard de la thématique qui est celle du français ou alors là, exercice supérieur de l'anglais. Et tout de suite, c'est quelque chose qui devient très sérieux, très moderne et très crédible. Mais pas du créole. Alors qu'il est possible de le faire, et il y a un enjeu de politique publique là-dessus. Parce qu'il y a un enjeu de compréhension par le plus grand nombre de ce qui se fait sur le territoire dans un champ qui est un champ relativement méconnu, précisément de ceux qui sont le moins informés. Et il y aurait, par l'usage de la langue créole, eh bien, la nécessité. Je ne suis pas en train de dire il faut le créole partout, tout le temps. Je ne suis pas dans une démarche militante. Mais néanmoins, l'observation de son absence ne peut être que de nature à questionner. Ça, c'est un élément pour ce qui est des médias. Je voudrais, j'ai pris quelques notes d'ailleurs, questionner sur le fait de savoir, mais de qui cette représentation est-elle le fait? Est-ce qu'elle est cette représentation du créole longtemps, tradition, culture? Est-ce qu'elle le fait, ou alors prête à rire? Est-ce qu'elle est le fait des interviewés? Ou alors est-ce qu'elle est ceux de ceux qui fabriquent l'info? Et je parle bien de la fabrique de l'info en me mettant très à l'aise avec la communauté des journalistes. Il y a bien une fabrique de l'info. Je reprends à Florence Obnaz et à Bena Sayag, avec lesquels ils ont écrit cet ouvrage sur comment se fabrique l'info, la fabrique de l'info d'ailleurs, où ils indiquent bien que l'information, ce n'est pas l'exposé des faits. L'information telle que présentée dans les médias, particulièrement audiovisuels, c'est l'exposé d'une représentation des faits tels que se le représente cette communauté, ou alors d'une construction de cette représentation. Donc il y a un dispositif qui produit un écart par rapport au territoire. Donc de qui est-ce la représentation? Je vais vous donner une anecdote là-dessus quand j'étais journaliste, mais aussi quand j'ai été directeur de communication, donc soit avec mon rédacteur en chef, ma hiérarchie de l'époque, soit avec mes interlocuteurs dans les rédactions. Il y a une phrase qui revenait systématiquement. C'était « ça n'intéresse pas Madame Payette à Ravine Daniel ». Je crois qu'il y a dans ce propos quelque chose qui dit tout. Qui dit tout du décalage qu'il y a entre le territoire, en tout cas la représentation qu'on a de ce qui est important, de ce qui est accessible, de ce qui est compréhensible, par une certaine communauté. Madame Payette, c'est la ménagère de moins de 50 ans, sauf que la ménagère de moins de 50 ans en France, on ne parle pas de Madame Grondin à Melun. Là, le fait de territorialiser et de donner une identité est quelque chose qui traduit une perception qui, au mieux, est décalée, au pire, traduit forme de mépris de catégorie.
et donc de situation, et donc de hiérarchie de langue inévitablement. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc à partir de là, une montée de connaissances et de compétences des professionnels des médias, alors professionnels des médias, les managers de ces organisations et les professionnels de l'information, est sans doute quelque chose qui est productif, intéressant, et qui est à introduire peut-être dans un parcours en spécialisation ou en formation continue. D'accord. Oui, votre exemple était extrêmement parlant, effectivement. Malheureusement. Malheureusement. Et alors là, voilà, plutôt donc un exemple d'un domaine où le créole, on peut constater qu'il a de plus en plus de place. Au contraire, on en avait un petit peu discuté d'ailleurs, on sait qu'il y a des milieux professionnels où le créole n'est quasiment pas présent, et ça peut d'ailleurs être très problématique. Oui, alors en préparant l'émission, on a beaucoup parlé de la question de la justice, du champ judiciaire. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est sans doute le plus important parce qu'il pose toutes les questions et toutes les problématiques que l'on peut retrouver dans les autres catégories, mais alors avec une acuité particulière et des impacts qui sont sans commune mesure compte tenu de ce que c'est que la nature de l'institution judiciaire et du passage en tribunal avec ses effets. Le quotidien du 27 mars, j'avais pris quelques notes, permettez-moi que je lis ça. Le quotidien du 27 mars dernier interrogeait en page 2-3 précisément quelle place pour le créole dans les tribunaux. Il me semble que c'est une question justifiée par des chiffres à La Réunion. 70% des justiciables sont créolophones, 75% d'entre eux sont d'un milieu social précaire et 3% des magistrats sont d'origine réunionnaise. Alors cette question est aussi justifiée par des observations. Et là, je crois que c'est une de vos doctorantes au laboratoire LCF de l'Université de La Réunion, ce qui place tout l'enjeu des études créoles dans ce champ, qui est Madame Permalnaïk, qui indiquait que la proximité du créole et du français crée une illusion de l'interconnaissance. Elle poursuivait sur le fait que la proximité du créole et du français crée un malentendu, on doit comprendre, on croit comprendre, on pense ne pas avoir besoin de traduction. Elle était suivie en cela par le professeur Ekem, qui est enseignante aussi à votre laboratoire, qui indiquait qu'on se comprend parce qu'on se comprend en substance. Donc on voit le danger de l'approximation dans le champ judiciaire, et c'est donc justifié par cette question finale, peut-on se contenter dans les tribunaux d'une compréhension globale? De mon point de vue, et au regard de ce que l'article cite comme exemple d'incompréhension linguistique, mais aussi de posture du justiciable, parce qu'il évoque par exemple un justiciable qui, parce qu'il n'est pas en capacité de répondre, eh bien, va se retenir, va s'enfermer dans le silence, avec une posture de silence qui est interprétée par le magistrat. Et qui pose évidemment une difficulté, et qui va peser lourdement, en tout cas, qui peut avoir une influence significative sur le jugement. Et donc la langue créole nécessite d'avoir sa place dans les tribunaux, oui, oui, absolument. Oui. Effectivement. Oui, tout à fait. La question serait peut-être aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce sujet. Oui, c'est ça. J'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ce constat? Je note, moi, quelque chose de récent. Dans son audition du 23 mai 2023 devant le Sénat, dans le cadre de la présentation du projet de loi d'orientation, je le fais vite, et de programmation du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a énoncé notamment 2 principes qui me paraissent importants et qui peuvent faire sens sur notre territoire. 1, innovation, 2, territorialisation. L'un et l'autre sont déterminants des objectifs de la loi tels que lui l'entend, ou en tout cas du moins tel qu'il la présente, offrir un meilleur service de la justice aux citoyens et de meilleures conditions de travail aux auxiliaires de justice et magistrats. On peut alors concevoir, nous, ici, une allocation de ressources sur des innovations au profit d'une territorialisation. Ces allocations de ressources pourraient être lesquelles, pour peu que l'on veuille s'en saisir. La formation au créole, elle sert le champ culturel au-delà de la langue, des professionnels de justice, mais aussi la formation au droit des experts du créole et au vocabulaire juridique. Et enfin, il me semble, une promotion de l'accès à la justice en langue créole, parce que souvent le justiciable qui en a le plus besoin est celui qui a le moins de connaissances de la capacité qu'il a d'accès en langue créole, afin de garantir une traduction adaptée. Et puis peut-être donc l'intégration d'une mineure optionnelle dans, en tout cas, une possibilité pour les formations de juristes, avec pour tous, qu'ils se destinent les étudiants au public ou au privé, un avantage. Au public, un meilleur service d'intérêt général. Au privé, pour les libéraux, une montée en compétences et en performance de leur organisation à travers la capacité à mieux traiter les dossiers, mais aussi à rassurer un justiciable qui n'est pas forcément le plus à l'aise lorsqu'il doit passer au tribunal. Oui, oui.
Alors, vous venez justement de l'évoquer, cette question de la formation initiale, hein, finalement, peut-être de développer, et notamment dans des métiers comme, comme ça, qui ont, voilà, on sent bien tout l'intérêt de parler créole, de connaître, de maîtriser les codes culturels. Alors, un étudiant qui ferait des études de créole, comment il pourrait le vendre, entre guillemets, peut-être plutôt, je pense là, au secteur privé. Quelle plus-value pour lui finalement, et qu'est-ce qu'on peut, enfin, que peut en retenir un recruteur? Oui, c'est ça. Il me semble que jusqu'à présent, c'est beaucoup adressé à la communauté des étudiants ou des candidats étudiants. Et vous avez raison. De mon point de vue, il est nécessaire maintenant de s'adresser plutôt au monde professionnel et aux recruteurs tel que nous le faisons. C'est vraiment le dialogue que nous amorçons là-dessus pour dire quels peuvent être les avantages comparatifs, quelle peut être la différenciation avec un professionnel qui a une parfaite maîtrise de la langue et de la culture réunionnaise dans son ensemble, histoire, anthropologie, sociologie, réinscrite dans son environnement régional. Il me semble que de son point de vue, dans le champ de la communication et du marketing, il y a une évidente montée en performance. Hein. Oui. Moi, j'observe par exemple les campagnes de politique publique qui sont conduites à Mayotte aujourd'hui contre les violences faites aux personnes âgées, que l'on peut observer sur Mayotte Première ou sur KTV. Elles sont entièrement en shimaoré. Bon. Et c'est vrai que quand on se réinscrit, nous, sur notre territoire, avec une situation qui n'est pas celle de la situation linguistique de Mayotte, où ici nous avons un bilinguisme qui est beaucoup plus partagé, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus diffusé. Néanmoins, si l'on veut toucher au cœur, si l'on veut impacter, comme le nous les parés du préfet, si on veut être précis et pouvoir engager, puisque c'est ça la dynamique de la publicité, il me semble qu'il est intéressant d'avoir, en spécialisation d'une compétence métier, en complément d'une spécialisation métier, aux côtés des études de marketing de communication, eh bien, une spécialisation créole. Et cela vaut aussi de façon générale sur le champ de la justice, nous l'avons évoqué, avec des enjeux qui sont stimulants et épanouissants parce qu'il y a le sens de l'intérêt général, mais il y a aussi un enjeu de cohésion sociale à travers la confiance dans l'institution judiciaire, à terme. Et il me semble que cette finalité, c'est un enjeu supérieur, c'est un enjeu crucial dans une situation de fragmentation, et où l'institution judiciaire peut être véritablement un ciment de la confiance de la société civile dans ces institutions. Il s'agit qu'elle ne se délite pas de mon point de vue. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Merci. Alors j'avais une autre question en vous écoutant. Alors on a évoqué les domaines où voilà, on sent bien qu'il y a des besoins. Et puis il y a peut-être des domaines professionnels, des milieux, hein, des thématiques qu'on n'a pas encore explorées ou on ne pense pas forcément. Est-ce que vous avez comme ça identifié des milieux professionnels où la question du créole, ça serait un sujet à amener, des milieux un peu porteurs pour l'avenir? Ah oui, vous avez raison. Je vois au moins 3 champs, la santé, les relations internationales, et après, si on a un peu de temps, on évoquera peut-être des questions très modernes liées à l'intelligence artificielle. Sur la question de la santé, très rapidement, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes travaux de recherche, d'intervenir dans le cadre d'un DU One Health, DU de santé globale, au profit des étudiants des facultés vétérinaires et de médecine de Montpellier et de Dakar. Dans ce cadre, j'exposais les enjeux d'un dispositif collaboratif profondément ancré dans le territoire, puisque l'enjeu dans un dispositif de santé globale One Health, c'est précisément la territorialisation dans la captation de l'information. One Health, pour rappel, il y a une seule santé, il n'y en a pas plusieurs, et elles sont toutes interdépendantes, la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. Et des effets de l'un a des répercussions sur l'autre. Et on comprend immédiatement, tout de suite, les enjeux de territorialisation. On comprend tout de suite aussi les enjeux, y compris anthropologiques, hein. Et donc les enjeux de langue, et en tout cas du champ large de la culture, dans la parfaite compréhension de ce qui est en train de se passer, parce qu'on est dans une dynamique globale. Et dans cette dynamique globale, on ne peut pas exclure ce qui est au cœur de la communauté des hommes, qui est la langue. Donc si on doit traiter la question de la santé sur le territoire de La Réunion, il est indispensable d'envisager la question linguistique et plus largement la question culturelle au cœur de laquelle se retrouve la langue. Ça, c'est un élément. Un autre élément, me semble-t-il, est le champ des relations internationales. Et là, je voudrais peut-être envisager le champ culturel de la langue comme un facteur d'influence au profit de l'intégration régionale de l'île dans son environnement. Le préalable, de mon point de vue, c'est de concevoir une politique publique de la culture qui ne soit pas en silo, mais qui soit
pas comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une politique publique de la culture dans la vocation de structurer une filière culturelle comme solde de tout compte. C'est une fin en soi. Ouais. Ce que je dis, moi, c'est d'envisager une politique culturelle qui a en effet cette fonction de structurer une filière culturelle, mais qui est au service d'une stratégie globale de territoire, et répondant aux finalités politiques de cette stratégie globale. Et en l'occurrence, l'usage de la langue et de la culture, de cette politique publique de la culture, au service de cette stratégie de territoire, et s'il fallait illustrer, par exemple, l'usage du Maloya comme élément de soft power. Donc l'élément de soft power, c'est-à-dire un élément qui va contribuer à l'attractivité du territoire, qui va contribuer à convaincre et à ne pas contraindre dans une démarche d'intégration, qui va contribuer à séduire, qui va contribuer à rapprocher, pour le dire très vite. D'accord. Il y a la nécessité d'un préalable d'une vision stratégique du développement du territoire dans son environnement contingent, comme une véritable stratégie d'influence. Je voudrais préciser aussi qu'il n'y a pas là d'opposition entre français et créole, de ce point de vue. C'est une dynamique qui sert le territoire de fait et le pays, et ce qui renforce la capacité d'intégration régionale de la Réunion, c'est aussi quelque chose qui renforce la capacité d'influence de la France globalement dans son environnement régional. Il me semble qu'il y a la nécessité de ce que je veux poser comme une praxéologie, c'est-à-dire une science de l'action qui est désidéologisée et qui est au service d'une finalité. Peut-être si on fait un peu de name dropping, hein, pour parler en bon français, on peut référer à von Mises, on peut référer à Aron en 1962 ou à Beaufre en 1963, et donc une science de l'action au profit de politiques publiques d'influence, dans une perspective d'intégration régionale, et la langue et son écosystème, dans ce cadre, sont structurants d'une stratégie indirecte, c'est-à-dire d'une stratégie d'influence, qui soutient la réalisation du but politique d'intégrer la Réunion dans son environnement régional. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade, et il me semble que dans ce cadre conceptuel et culturel, la langue et le système donc, culturel de la langue sont un facteur clé de succès, bien que ce ne soit pas la condition suffisante. Peut-être aussi évoquer, vous évoquiez la modernité. Oui. La question de l'intelligence artificielle. La question de l'intelligence artificielle, ouais. Il me vient juste un truc, je voudrais parler aussi de l'Université de la Réunion peut-être, et montrer combien c'est quelque chose qui est important, cette question de la langue et de la culture, de mon point de vue en tout cas. Un grand département des études créoles et de l'océan Indien à l'Université de la Réunion, avec la langue au cœur et l'écosystème culturel dans son ensemble, qui contribuerait à l'attractivité du territoire réunionnais pour tous les étudiants de la zone, contribue aussi à l'influence, à la fois du territoire, à son intégration régionale et à l'influence du pays dans les rapports de puissance. Et il me semble que c'est un élément important, et qui serait transdisciplinaire, qui viendrait travailler les questions, bien évidemment, de linguistique, mais aussi de langue. Je note que le portugais, mais alors c'est pas la question des créoles, quoi qu'il y ait des créoles autour de ça, mais n'est pas disponible dans l'apprentissage, en tout cas récemment il ne l'était pas, et un certain nombre de langues de la zone comme le shimaoré qui permettent aussi dans la créolistique d'envisager comment se font les contacts de langue. Et donc le champ culturel. Eh bien, un tel département serait une contribution au rayonnement de la Réunion, de son intégration. Là encore, on est dans une praxéologie, une science de l'action, et le créole devient un facteur d'attractivité dans un espace francophone. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Les sciences du management aussi mériteraient qu'on s'y attache. Sur l'IA, très rapidement, peut-être, oui. Si on a encore un peu de temps, je ne sais pas si nous avons un peu de temps. Oui, on nous fait signe. On a un peu de temps. Il y a quelque chose qui s'appelle le traitement naturel du langage, aujourd'hui en intelligence artificielle, et qui est une branche de l'IA qui traite de la compréhension et de la modélisation des langues. Dans ce cadre, les créoles sont déjà traités, puisqu'il y a un certain nombre de programmes qui mettent en valeur, alors souvent le créole haïtien, je vais en citer quelques-uns, hein, on a le créole NLP, c'est un programme de l'intelligence en intelligence artificielle. On a un corpus de créole haïtien en intelligence artificielle qui est développé. On a un créole GEN qui est aussi centré sur le créole haïtien. Et puis on a le Creole Language Technology Initiative qui là traite des questions de la créolophonie globalement et de ses apports.
Les enjeux et applications sont nombreux. La traduction automatique, on peut évoquer la reconnaissance des langues, la préservation de la diversité linguistique, si tant est qu'il y ait véritablement cette attention. En tout cas, c'est peut-être un effet à défaut d'être une intention. L'appui à la recherche linguistique et le développement de la ressource linguistique. Mais ça peut être aussi le fait de la question de l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux et des perceptions. Et l'identification à travers l'intégration et la modélisation de la langue créole dans l'intelligence artificielle qui permet d'étudier les opinions, les attitudes et les émotions. Et ça, c'est quelque chose dont les applications sont intéressantes sur le plan, et là, ça doit intéresser les professionnels, la veille sociale, le politique, le management public, le marketing et la sécurité. Il me semble que les professionnels de ce champ ont un enjeu concernant notre territoire à travailler sur ces questions. Mais il y a, dans ce sens, ce que l'IA peut apporter à la langue créole et la façon dont elle peut la promouvoir et en renforcer l'usage. Mais il y a aussi ce que les créoles et la langue créole réunionnaise peut apporter à l'IA. Pourquoi? Parce que la réalisation, la construction de la langue, mais je parle sous votre contrôle, créole, est le fait donc de contacts de langue, d'une grande complexité, d'une grande diversité, et en même temps toujours en évolution. Bien. Dans ce cadre-là, l'IA a un besoin d'apprendre. C'est un dispositif apprenant. Alors l'IA, c'est un acteur abstrait, mais c'est un dispositif apprenant. Donc il faut lui rentrer des données. Et des données qui parfois sont d'une très grande complexité. Et concernant les créoles, elle a du mal à apprendre parce qu'il n'y a pas assez. Oui. Et la complexité des créoles est quelque chose qui permet d'entraîner l'IA pour d'autres langues. C'est cette diversité de la nature de construction des créoles qui fait que l'IA peut mieux apprendre. Donc le créole est un instrument de performance de l'IA. Autant l'IA peut apporter quelque chose à la langue créole, autant la langue créole réunionnaise est de nature à apporter quelque chose à la structuration, au développement et à la dynamique d'entraînement de l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est très intéressant de voir les choses sous cet angle. Ça amène, ça soulève plein de nouvelles idées. J'en suis très heureux. Je pense qu'un laboratoire comme le vôtre, qui est toujours très ouvert, pour avoir eu l'occasion d'échanger souvent avec les uns et les autres, avec vous-même, dans sa relation avec un laboratoire d'informatique ou d'intelligence artificielle, sur ce plan, trouverait un intérêt certain. Effectivement. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était passionnant et je pense que, j'espère que les étudiants auront pris plaisir à vous écouter et les recruteurs également. Nous encourageons les professionnels aussi à vous écouter et à réécouter cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt dans le cadre de prochaines causeries. Thank you.